Bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier prix Comet du CED. Le prix Comet qui récompense les projets pédagogiques portés par les enseignants. Je suis particulièrement fière d'avoir co-créé et de co-présenter ce prix avec Yannick parce que chaque année, il y a des milliers de profs qui s'engagent pour la réussite de leurs élèves et souvent dans l'ombre, alors que ces initiatives méritent d'être vues et récompensées. Et le CED, quand on a créé le CED, on a eu l'ambition de mettre en lumière nos ambassadeurs Classroom, mais qui, eux, partageaient déjà ces initiatives sur leurs réseaux sociaux et leurs blogs. Et là, le prix Comet, c'est vraiment l'opportunité pour nous d'aller plus loin et de mettre en lumière et de donner la parole à ceux qui le font un peu plus discrètement, mais avec tout autant d'impact et de passion. Et c'est vraiment l'ADN du CED, c'est le partage de pratiques pédagogiques. Et donc, voilà, c'est vraiment la continuité pour moi du CED qu'est ce prix Comet. Et maintenant, je vais laisser la parole à Yannick qui va présenter les 5 catégories qui constituent ce prix, ces 5 catégories dans lesquelles on a récompensé les projets. Alors, ces 5 catégories, on les a choisies afin de couvrir vraiment tout le spectre des innovations pédagogiques, en se disant que souvent, quand on parlait, et historiquement, on ramenait souvent l'innovation à la techno. Or, l'innovation pédagogique, elle n'a pas besoin forcément de la technologie, et il y a une confusion entre les deux. On a choisi volontairement d'avoir 5 catégories qui soient très différentes les unes des autres. La première, donc la neuroéducation. Alors, on a choisi aussi ce terme-là pour parler des neurosciences, des sciences cognitives, de la neuroéducation de manière large. Il s'agissait d'aller reconnaître tout ce qui est en adéquation avec les apports des sciences cognitives. Donc, dans cette mise en pratique au niveau de la classe. Le deuxième critère, ou plutôt la deuxième catégorie, c'est évidemment le numérique, mais dans le sens aussi très large, pas forcément uniquement les outils, mais beaucoup plus sur la pratique des outils. La troisième catégorie, c'est l'impact. L'impact sur les élèves, évidemment, parce que vivre ensemble, c'est un enjeu qui est fondamental et que ce que l'on voulait mettre en valeur, ce sont ces projets dans lesquels on a réellement un effet sur la classe, sur le vivre ensemble, ce défi citoyen que nous relevons chacun, tous au quotidien. La quatrième thématique, le quatrième prix, c'est au travers de ce terme expérientiel, toute la dimension de la qualité, de l'ancrage des actions qui sont faites dans la classe au niveau de l'expérience réelle vécue par les élèves. Et la cinquième catégorie, c'est la catégorie autour de l'inclusion, évidemment, pour pouvoir évaluer et mettre en valeur toute cette prise en compte de la diversité dans les classes. 5 catégories différentes et évidemment 5 critères d'évaluation différents. On va le voir tout à l'heure dans ce qu'on va vous montrer. Il y a des critères qui sont des critères transversaux qu'on retrouve dans l'ensemble des prix et il y a des prix et des critères tout à fait spécifiques, propres à chacune de ces catégories. Alors, pour pouvoir faire ce travail, eh bien, il a fallu rassembler du monde. Et ce monde, eh bien, c'est plus de 15 professionnels qui sont venus travailler pour pouvoir évaluer les 72 dossiers qui ont été reçus et envoyés. Pour une première, pour un prix qui est créé cette année, c'est juste déjà un effet incroyable. 72 prix et donc 15 professionnels. Ces 15 professionnels, ce sont des jurés qui viennent aussi bien d'entreprises EdTech, aussi bien du monde des acteurs associatifs, des fondations qui sont référents dans le monde de l'éducation, aussi bien
des éditeurs qui ont vraiment joué le jeu, des équipementiers scolaires, mais aussi d'enseignants blogueurs ou blogueuses, puisque c'est une enseignante blogueuse, référente, du ministère avec la participation de l'ADNE et de Réseau Canopé. Donc des gens qui sont vraiment au cœur des actions sur le terrain, et on a voulu prendre ces personnes pour avoir un regard à la fois en termes de légitimité et d'objectivité pour pouvoir évaluer avec des critères précis ces 72 propositions de projets. Alors, on l'a dit, plus de 70 candidatures, c'était phénoménal. Et on va commencer tout de suite. Et je vais te laisser la parole, Diane, sur le premier de ces trophées, le trophée neuroéducation. Alors, on m'a dit qu'on m'entendait mal, je vais essayer de parler plus fort, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, dans la catégorie neuroéducation, on a reçu des projets qui portent la même conviction. Mieux comprendre le cerveau, c'est mieux enseigner. Les enseignants qui ont proposé ces projets, ils se sont saisis des apports en sciences cognitives pour repenser leur pédagogie en s'adaptant aux besoins de leurs élèves. Ces projets mobilisent des leviers puissants. Alors là, je vais lire parce que moi, je ne les connaissais pas tous. La métacognition, la mémorisation active, la répétition espacée, l'attention, la gestion des émotions, les fonctions exécutives. Certains ont créé des cogniclasses, d'autres des outils pédagogiques innovants, des rituels, des jeux, des carnets d'apprentissage ou encore des espaces de coopération. Ce sont aussi des projets profondément humains puisqu'ils visent à renforcer l'estime de soi, la motivation, l'autonomie et à créer un climat de classe apaisé, inclusif et stimulant. À travers eux, on voit à quel point les enseignants ont été capables d'innover, de se former, d'expérimenter et de transformer l'école. Donc là, je vais vous présenter les critères. Tu peux passer ? Voilà, donc ça a été nos critères de décision. Les critères de, enfin, il y en avait plusieurs, mais on s'est appuyé là-dessus pour noter les dossiers. Donc, adéquation avec les apports validés des sciences cognitives et neurosciences, originalité et innovation de la pratique, engagement, inspiration et transférabilité. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais inviter le jury à venir, le jury de la catégorie neuroéducation, à venir nous rejoindre. Ils sont là ? Oui ? On va présenter les deux finalistes et en tant que membre du jury, venez par là. Vous allez pouvoir nous dire après aussi pourquoi est-ce que vous avez choisi ce prix qui est lauréat. Mais pour ça, il y avait deux finalistes parmi les nombreux projets qu'on a reçus. Donc c'est voilà, Mathilde Weigel de l'Académie de Créteil pour le projet Apprendre et entreprendre au collège, un projet cognitif et numérique en REP+. Demi-finaliste, Marie-Bole Besançon de l'Académie, deuxième finaliste, pardon, Marie-Bole Besançon de l'Académie de Dijon pour le projet Neuroéducation, un levier, pas une baguette magique. Et attention, il y a un roulement de tambour. Il y a eu le roulement de tambour. Alors, je laisse le jury annoncer le nom de la lauréate. Il y a deux filles. Hop. Il y a de l'aide. Les lauréates sont Mathilde Weigel pour apprendre et entreprendre le projet qui s'inscrit au collège. Et j'ai mes notes. Et la deuxième, Marie-Bole Besançon, qui est même en premier. La lauréate. Merci. On explique d'abord et après, vous allez pouvoir réagir. Alors, félicitations, excusez-moi pour l'inversion des noms, mais on savait que vous étiez co-finaliste. Votre projet nous a beaucoup intéressés pour son ancrage dans la maternelle, et on sait à quel point c'est difficile pour les élèves de travailler les émotions. Alors, je sais qu'on n'a que très peu de temps. Oui, mais... Déjà, ce qui nous a beaucoup plu, c'est
de partir de votre constat et après ce que vous avez fait. Donc votre constat, c'était une régulation émotionnelle défaillante de vos élèves, un égocentrisme, un manque d'empathie, des consignes sans vrai sens, une motivation en pointillé et pas de méthode d'apprentissage claire. Et à partir de là, vous avez travaillé, vous avez réfléchi avec votre équipe, avec votre ATSEM, vous avez fait un DU, l'APSIDE, et vous avez travaillé sur les questions de fond, comment aider les élèves à gérer leurs émotions, comment enseigner l'empathie, la coopération pour mieux vivre ensemble, comment améliorer l'attention. Et donc là, je vais passer vite sur tout ce que vous avez proposé, mais c'est du concret et c'est ce qu'on demande en maternelle. Et donc, dans vos résultats, vous avez noté moins de tension dans la classe, plus d'écoute, plus d'autonomie, plus de coopération, plus de confiance, plus de liens. Et vous notez que donc l'effet, il se mesure au sein de la classe, mais aussi vous avec votre ATSEM, mais aussi avec les parents. Voilà. Tout à fait. Ce n'était pas une étude avec randomisation ou des choses comme ça, parce qu'on n'avait pas de groupe contrôle, mais c'était qualitatif en tout cas. Oui, pour compléter ce qu'a dit ma collègue, on a beaucoup apprécié la solidité de l'ancrage scientifique, la formation que vous avez réalisée, le fait que ça s'adresse aussi à la maternelle, ce qui est bien de mettre en avant le cycle 1, et puis la transposition entre recherche et pratique de classe que vous avez réussi à faire avec beaucoup de qualité. Le dossier était très, très bien argumenté, donc félicitations. Merci beaucoup. Mais je ne vais que finalement confirmer les commentaires des deux autres jurés, avec à nouveau le fait que le cycle 1, la maternelle, sur ce champ-là, sur ce domaine-là, elle est peu documentée. Donc c'est vraiment votre engagement, qui est parallèle en plus avec le DU que vous avez passé, qui va permettre de documenter et on espère d'avoir une grande transférabilité auprès des autres enseignants de maternelle. C'est ça, on a essayé de s'engager à ce niveau-là pour la suite. Alors, à vous maintenant, vous allez pouvoir nous parler. Ah non, des notations, il y a des prix, il y a plein de choses. Diane. Dis-moi. Non mais voilà, tout est là. Vraiment, merci beaucoup à nos partenaires. Tu as remporté, je crois que ça représente, je ne me rappelle plus, peut-être même plus que ça, enfin vraiment une grosse somme en dotation de la part de nos partenaires. Je te remettrai aussi le petit diplôme et il y a les éditions Jocatop qui vont te donner un petit bon, leur petit bon directement et tu recevras la plupart des lots directement à l'école à la rentrée. Oh, il y a une valeur pour quasiment 1 500 € quand même, oui. pour chaque lauréat. C'est pas rien. Tous les partenaires ont vraiment joué le jeu de manière très très sympathique et valorisante quand même pour le travail qui est reconnu au travers de ce prix. Et merci beaucoup à eux. Si tu veux, je te le dis Alors, avec le petit diplôme, Pardon, excusez-moi. Déjà, alors je voulais juste une petite chose, je fais une digression, c'est pas très bien, mais je voulais remercier parce qu'on a une super équipe d'organisateurs qui nous chouchoutent, donc on se sent un peu Beyoncé pendant une journée et ça c'est super chouette, donc je voulais les en remercier. Est-ce que du coup je présente rapidement ou pas le projet ? Oui, on a 5 minutes. On a 5 minutes. Donc voilà, dans ma classe, c'est ce qu'il vous disait depuis le début. Depuis 2017, je me suis posée et comme vous, j'ai vite remarqué la gestion des émotions, ce qui était difficile, ce que vous disiez tout à l'heure, donc je ne vais pas le répéter. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin. Donc, j'ai passé un DU en neuroéducation. Pas d'obligation de le faire, mais j'ai pas mal lu de littérature scientifique. Et en fait, la neuroéducation, c'est un domaine passionnant, qui me passionne, qui s'appuie sur les découvertes scientifiques du cerveau pour améliorer la façon d'enseigner et d'apprendre. Donc, en suivant ce DU, j'ai remarqué que beaucoup de ces difficultés s'expliquaient en fait grâce par le développement naturel du cerveau de l'enfant, notamment du cortex préfrontal qui est derrière le front, comme ça s'explique, qui contrôle donc la concentration, les fonctions exécutives, donc l'inhibition et la flexibilité mentale. Voilà. Et surtout, j'ai appris à mes élèves comment fonctionne leur cerveau et puis donc apprendre à apprendre. Parce qu'en fait, c'est facile à dire. Apprends ta poésie, même chez les plus grands, apprends ta leçon, mais comment on fait ? Donc, les résultats que j'ai pu voir, je ne sais pas si on peut... Moi. Oui. Voilà. J'en passe parce qu'il y en a plein d'autres, mais on a vraiment une meilleure concentration.
parce que je travaille en plus sur le projet Atoll avec Jean-Philippe Lachaud, donc être attentif à l'école, en maternelle bien sûr. Plus de coopération, moins de conflits et donc une motivation bien plus forte parce que les enfants comprennent pourquoi ils sont là et pourquoi ils apprennent. Ce projet, il ne s'arrête pas à la maternelle, en fait. Il pose les bases pour lutter contre le harcèlement et contre les neuromythes qui influencent souvent négativement les choix professionnels plus tard des élèves les plus en difficulté et des femmes. Donc voilà, ça va quand même jusque-là et c'est très chouette. Donc voilà, la neuroéducation, ce n'est pas de la magie, c'est ce que j'ai mis dans le titre. Ce n'est pas une méthode miracle comme j'aime. Hein. En 15 jours, pas de promesse de classe zen en 15 jours chrono sans effort. Non, c'est pas ça. C'est le fruit d'un cheminement nourri, en fait, par la recherche, avec vous avez Olivier Audet, Grégoire Borst, Jean-Philippe Lachaud, Jean-Luc Berthier, Steve Masson, des gens comme ça qui peuvent nous aiguiller. Et en fait, ce pont entre science et école, il faut absolument le renforcer parce que c'est vraiment un super outil. Voilà, ce n'est pas une baguette magique, mais ça fait partie de notre panoplie d'outils professionnels. Donc, si je peux juste dire une petite conclusion, un vœu, c'est que la neuroéducation, elle ne reste pas un gadget à la mode, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, ou un outil magique, comme je vous dis, qu'on brandit sans le comprendre. Il faut qu'elle devienne vraiment un véritable levier pédagogique, sérieux, éclairé, joyeux, et finalement terriblement efficace. Voilà, parce que fondé sur les sciences et l'humain. Merci beaucoup. Il y a une prise de vue possible là maintenant ou pas? Oui. Avec le jury? Oui. Comme ça. Alors, tu veux nous... Tiens, toi. Hop. Oui. Ben oui. Et on va enchaîner sur le deuxième prix. Merci beaucoup. Le deuxième prix autour du numérique. Là aussi, beaucoup de projets, mais qui sont tout à fait intéressants parce qu'ils ont absolument compris le sens même du prix Comet, à savoir, ce n'est pas par une débauche de moyens, c'est souvent dans la frugalité et la différence se fait réellement dans les usages, puisque ce qui comptait pour ce prix Comet numérique, c'était d'abord de l'utilisation pertinente des outils au service des apprentissages. C'est donc pas l'avalanche de moyens mis en œuvre, mais au contraire, y compris au travers des contraintes, comment est-ce que l'on en fait un véritable levier au service des apprentissages. Pour ça, nous avons là aussi deux finalistes, l'une qui vient de Rennes et qui, en cycle 3, a fait quelque chose autour et du apprendre autrement et du réussir ensemble. Alors c'est là où on voit l'hybridation entre les thématiques, parce qu'on voit bien que le numérique vient au service d'autres choses. Et le deuxième projet, avec un collectif, les Tweet Class de Paris et Besançon, qui, eux, sont venus apporter un usage du son, de la radio et d'un média qui fait partie du numérique et pourtant sans écran, ou en tout cas avec un autre usage. Et on va pouvoir appeler aussi les jurés du numérique qui sont présents, puisqu'on a là aussi nos professionnels qui représentent la filière numérique dans une très grande diversité. Vous avez un micro que vous allez pouvoir passer. Et roulement de tambour, puisque nous avions deux finalistes. Et à chaque fois, les différences se sont faites sur pas grand-chose. Hein. Et là, la finaliste ou les finalistes ou quelque chose qui n'était pas forcément prévu au début, les dotations, j'oublie les dotations. Ce sont les mêmes dotations hein, qu'on a mis pour tous les prix. Hein.
avec toujours autant de valeur et autant de reconnaissance. Ça va au-delà du symbolique, hein, et encore merci pour tous nos... C'est Laurence Le Taconou. Alors moi, en tant que breton, je suis content, hein. Le micro est pour vous. Expliquez-nous pourquoi vous avez pu choisir ce projet. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour votre projet. Ah, oui, alors, Rebecca Birnbaum, je suis responsable éducation chez Google. Et c'était un plaisir de lire tous les projets parce qu'il y a tellement de richesses et tellement de choses intéressantes. Mais vraiment, félicitations. Déjà, on sent tout l'effort, l'énergie, la passion que vous mettez dans ce projet. Et j'ai senti aussi énormément de bienveillance. Et ce qui a vraiment fait la différence pour moi, c'était qu'on sent vraiment que les élèves sont au centre pour vous. Leurs besoins, leurs demandes, c'est ensuite eux qui passent la main au CM1 qui arrive. Voilà, c'est ça, oui. On sent qu'ils sont vraiment acteurs du projet et ça, au-delà de tout ce que vous faites en numérique, ça j'ai adoré. Bravo. J'allais dire à peu près la même chose, surtout que j'ai trouvé que les élèves avaient l'air vraiment investis, qu'ils étaient acteurs et on sent qu'il y a vraiment des progrès qui ont dû émerger de ce beau projet. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, je suis Léa Schneider des éditions Accès. Je suis la directrice et éditrice aux éditions Accès. Bonjour chers collègues. Donc, je suis Julien Cartier, je suis fondateur pour l'Institut pour l'éducation augmentée. Alors en l'occurrence, moi c'est pareil, j'ai eu un coup de cœur pour le projet parce que, comme le disait Yannick, c'est les usages, c'est la pédagogie numérique active au service de l'intérêt impérieux des élèves. Et ce qui était probant dans ce projet-là, c'était l'inclusion, c'était le savoir vivre ensemble, le savoir partager qui était présent partout. Et finalement, c'est aussi cette idée que même si le projet se réitère d'année en année, chaque année il est reconstruit au regard de la pulsion épistémiophilique de l'élève, de ce qu'il va apporter, de ce qu'il va vouloir faire. Chaque année, c'est un engagement. Chaque année, c'est donc un réinvestissement. Et chaque année, c'est une redécouverte avec l'élève. Et ça, je pense que ce n'est pas une méthode toute faite. Et c'est ça qui mérite d'être mis en avant. C'est le fait que chaque année, vous construisez avec les élèves, pour les élèves, justement. Merci beaucoup, ça fait du bien, ça redonne de l'énergie. Alors, présentez-nous ce projet. Ah, effectivement, j'essaie d'avoir une classe depuis toujours en fait très flexible et dynamique, en me posant toujours la question de comment faire pour que les enfants soient acteurs de leurs apprentissages. Parce que c'est pas facile en fait d'avoir des élèves concernés et qui ont envie de venir à l'école chaque jour. Et j'ai eu l'occasion il y a 4 ans ou 5 ans d'être équipée par Canopé pendant une année d'un module Fab Lab. Et là, j'ai vu des effets incroyables, particulièrement sur les enfants à profil particulier. Et j'ai essayé de mettre en place petit à petit avec ce que je pouvais pour créer une ambiance de classe, avoir des élèves acteurs et surtout les voir petit à petit prendre confiance, devenir autonomes et puis surtout être vraiment à l'initiative des projets. Et je le vois de plus en plus. Je garde souvent des élèves d'une année sur l'autre parce que j'ai toujours un double niveau. Et les élèves en témoignent, ils disent moi, qu'est-ce qu'on fait dès le jour de la rentrée, qu'est-ce qu'on fait cette année? Et donc ils sont capables d'expliquer aux autres comment fonctionne la classe. Ils ont déjà des projets en tête. Et c'est ça qui n'est pas évident pour moi parce qu'en fait, je n'ai pas de formation particulière. Donc je me forme au fil des besoins, au fil des idées des élèves, de leurs projets. Certains me forment parce que j'ai des enfants à profil particulier très souvent dans mes classes qui sont très attirés par le numérique, qui parfois me disent « Viens, maîtresse, je vais t'aider parce que moi, je sais faire ça. » Et voilà, c'est un vrai échange et ça crée une ambiance de classe très intéressante avec des élèves qui, petit à petit, utilisent ces compétences-là dans tous les domaines. Et des témoignages de parents en fin d'année qui me disent mon enfant, il a vraiment changé, il a envie de venir à l'école, il me parle de l'école, qu'est-ce qu'il est devenu autonome à la maison et qu'est-ce qu'il a des idées plein la tête. Donc, du coup, voilà, je suis très motivée pour poursuivre. Petit à petit, je m'équipe. Et c'est effectivement le numérique au service des apprentissages pour pouvoir, parce qu'on peut travailler des notions avec le numérique, maths, sciences, français, puisqu'ils font beaucoup d'écrits pour présenter leurs projets, mais aussi toutes les compétences psychosociales. Et une qui me relève souvent, c'est « je suis devenu persévérant ».
Et quand ils présentent le projet aux élèves l'année d'après, c'est ce qu'ils disent. Attention, hein, il faut être très persévérant. On ne réussit pas, on recommence, on essaie et on y arrive. Donc ça, c'est vraiment la plus belle des récompenses en fin d'année. Merci beaucoup. Une photo, tant qu'à faire. Hein. Ben oui. Merci. Alors, troisième, ça y est, on va passer la main au troisième prix maintenant. Je voudrais quand même ajouter que les demi-finalistes, enfin ceux qui ne sont pas lauréats, remportent quand même un lot aussi. Un bon de 200 € aux éditions Nathan. Voilà. Donc c'est quand même à noter. Maintenant, on va passer à la catégorie Vivre ensemble. Donc là, la catégorie Vivre ensemble, elle récompense les projets qui renforcent les liens entre les élèves et cultivent un climat scolaire serein. Donc on a reçu un nombre impressionnant de dossiers, de projets dans cette catégorie. Et c'était des projets portés par des enseignants qui ont à cœur de faire de leur classe un lieu où chaque élève trouve sa place, apprend à se connaître, à coopérer et à grandir avec les autres. Donc les projets, ils partageaient tous la même ambition, celle de construire une école plus humaine, plus inclusive et plus vivante. Certains enseignants ont mis en place des rituels d'écoute, de médiation ou de philosophie. D'autres ont investi des espaces partagés, des coins lecture, des jardins ou même des pistes de roller pour renforcer le lien entre les élèves. Donc tous ces projets nous rappellent une chose essentielle, apprendre, ce n'est pas seulement acquérir des savoirs, c'est aussi apprendre à être ensemble. Donc pour les critères de sélection, impact sur les élèves, collaboration et ouverture de la forme scolaire et l'implication des élèves. Donc voilà nos deux finalistes. Magali Guillermin de l'Académie de Besançon pour le projet Hors les murs, s'approprier l'histoire de son quartier, et Isabelle Abello de l'Académie d'Aix-Marseille pour le projet Échecs et maths à l'école, le club qui fait grandir. On va appeler les membres du jury de la catégorie Vivre ensemble à venir nous rejoindre. Et vous avez le micro. Eh ben, on va tout de suite passer la petite slide où il y a les dotations parce que ça y est, on la connaît. Et merci encore à nos partenaires. Et bravo Magali. Si vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi vous avez fait ces choix. Alors, je suis Lilia Benamouda, ancienne rédactrice en chef du Café Pédagogique, et on a co-organisé le Forum des enseignants depuis maintenant 20 ans. Donc et pour nous, c'était très important déjà à l'époque que l'innovation pédagogique ne rime pas nécessairement avec numérique comme on a tendance à le penser. Et donc j'étais déjà ravie de participer à ce jury, surtout sur cette catégorie de Vivre ensemble. Alors pourquoi ce projet un peu plus que les autres, qui étaient déjà remarquables d'ailleurs, on vous félicite tous. C'est parce que pour nous, innover, c'est se renouveler continuellement en tant qu'enseignant. Quand on est devant ses élèves et qu'on se dit « Waouh, ça ne fonctionne pas, comment on va faire pour que ça fonctionne ?» Et on a trouvé, j'ai trouvé, pour le coup c'est moi, j'ai trouvé que votre projet cochait toutes les cases. Et puis j'avoue avoir un petit faible pour l'éducation prioritaire, j'en viens. Et je me dis qu'accompagner des élèves qui viennent parfois de plus loin, et vous aviez aussi mentionné dans votre projet que vous avez travaillé sur les cultures, sur les religions, et le vivre ensemble, apprendre à connaître l'autre, l'altérité, pour moi c'est le fondement de la cohésion sociale, donc bravo à vous. Voilà.
bonjour, donc moi je suis Hélène Jean-Baptiste, je suis responsable éditoriale aux éditions Vuibert. Donc moi c'est pareil, hein, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce projet. Déjà parce qu'il rassemble, que j'ai trouvé ça très très courageux de votre part d'aller hors les murs, parce que c'est aussi un énorme investissement et on sent que vous êtes extrêmement impliqués dans votre classe. C'est un projet qui rassemble et j'ai trouvé formidable l'idée de se dire voilà, on vient tous d'univers différents mais on va aller plutôt explorer l'espace commun. Et ce qui était encore plus intéressant, c'était de se dire que cet espace commun, justement, rassemblait de nombreuses cultures différentes. Le deuxième point aussi qui m'a beaucoup plu, c'est la production d'écrit, le fait d'enrichir le vocabulaire. On sait à quel point, quand on peut s'exprimer, eh bien, beaucoup de choses passent plus facilement, il y a moins de violence, on peut exprimer ses émotions, on peut davantage communiquer avec l'autre, on prend confiance en soi. Et donc c'est un vrai coup de cœur, très sincère, et félicitations. À vous de nous présenter ce projet. Donc en fait, mon idée, c'était de rassembler les élèves sur quelque chose de commun et qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire leur lieu de vie proche de l'école. Donc du coup, je suis partie avec l'aide du service patrimoine du Pays de Montbéliard, où j'ai pu avoir accès à des guides qui connaissaient très bien l'histoire du Pays de Montbéliard. Et on est parti en remontant le temps. Donc on a découvert notre quartier, savoir pourquoi il avait été construit, qui était arrivé en premier, quel lieu de culte avait été construit en premier, puis en second, et ainsi de suite. Ça, c'était une première visite. On a continué à remonter le temps et à aller au début du XXe siècle avec le village rural de Grand Charmont. Et peu à peu, on s'est éloigné de l'école et toujours en remontant le temps. Donc, en fait, c'était vraiment valoriser l'histoire locale pour que les élèves se sentent appartenir à cette même histoire, même s'ils venaient de cultures complètement différentes. Donc, pour certains, ça a été pour la première fois d'entrer dans une église, dans un temple, et de découvrir ces lieux qu'ils ne connaissaient pas du tout. À chaque fois, moi j'ai lié le vocabulaire et la production d'écrit, parce que j'ai remarqué beaucoup en éducation prioritaire, on a le vocabulaire qui n'est pas très riche, donc, et les enfants ne savent pas toujours quoi raconter en production d'écrit. Et donc j'ai lié toute la production d'écrit à ces visites. Donc à chaque fois, on a eu des comptes rendus et le vocabulaire s'est amélioré, il a été rebrassé, repris et réutilisé. Et on a pu du coup apprendre, et ça a été partagé aussi au sein des familles qui ont aussi appris à connaître leur quartier et les alentours. On a fini le projet par une visite du musée du temps à Besançon pour vraiment dire on a remonté le temps et on est allé jusque-là. Et puis on a beaucoup marché parce que c'est un projet qui regroupe 7 visites. Et on a utilisé que les transports en commun, donc bus de ville et train, et nos pieds. Et c'est un projet qui, en plus, pour 41 élèves, ne nous a pas coûté non plus des sommes astronomiques. Pour une classe, on est à peu près à 500 € pour l'année, en utilisant tout ce qui est autour de nous. Et vraiment, les enfants se sont vraiment appropriés toutes ces visites et ont grandi avec ces visites. Merci beaucoup. Remise du prix. Si. Et une photo avec le jury. Il nous manque une membre du jury qui n'est pas là. Merci. Alors, avant-dernière catégorie maintenant, nous arrivons au prix de l'expérientiel. Alors, derrière ce mot expérientiel, on a vraiment voulu mettre tout ce qui est autour de l'ancrage dans l'expérience du quotidien, dans l'expérience des choses vraiment à vivre dans la classe. Ce sont les capacités à aller créer des occasions qui soient authentiques, d'expérimentation, de prise d'initiative, de confrontation au réel et évidemment
parce que c'est dans le cadre de la classe toute la dimension de retour réflexif et d'analyse des apprentissages. Et pour ça, nous avons reçu, là encore une fois, des propositions qui allaient dans toutes les dimensions possibles. Et là, c'est place à l'imagination. Hein, et vraiment, vous, enseignants, vous en avez beaucoup. Et ça a été difficile. Et il a fallu sortir, grâce au travail du jury, 2 finalistes. Les 2 finalistes ont été départagés sur ces critères. Il y en a 5, mais voilà les 3 principaux. Le premier, la qualité de l'ancrage dans l'expérience réelle. Évidemment, l'originalité et l'innovation. Et enfin, la transférabilité, puisque l'objectif du prix Comet, c'est de donner aussi une stimulation pour que d'autres enseignants s'emparent et puissent eux aussi ou elles aussi aller dans l'innovation. Alors, deux finalistes, une école à Asnières sur un projet autour de la biodiversité et le projet porté par Céline Allaire à Strasbourg sur le petit déjeuner pédagogique. Et je vais appeler les membres du jury qui sont présents. Il n'y en a qu'un seul. Eh bien, ils étaient 3 par jury, mais il fallait aussi pouvoir se déplacer aujourd'hui. Et le ou la gagnante, les dotations. Il y a Merci à nos partenaires encore une fois. Et la gagnante, puisque c'est une gagnante, hop, c'est Céline Allaire qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui nous a envoyé une vidéo qui présente de façon assez extraordinaire. C'est un reportage télé qui a été fait sur son projet. Et avant de l'écouter, eh bien, on va essayer d'avoir un retour sur le jury. Oui, je vais essayer d'être court. Après, je passerai la parole à mes collègues du jury. Moi, j'ai aimé 3 choses dans ce projet, qui est un projet qui a énormément de sens. La première, c'est un petit déjeuner avec lequel on investit énormément les enfants et aussi les familles. Donc la première chose, c'est le lien qui est créé entre les enfants, l'école et la famille. Voilà, aujourd'hui, l'école au XXIe siècle ne peut pas se passer des enfants, évidemment, mais pas des familles non plus. Ça, c'est fondamental. En plus, c'est les familles qui ont besoin. Les enfants, mais les parents aussi. J'ai été directeur d'école, j'ai connu dans des milieux un peu particuliers, un peu difficiles, des enfants qui arrivent le ventre vide, et c'est complètement une illusion de vouloir faire classe quand les enfants n'ont pas mangé le matin. Donc ça, je ne peux pas dire mieux que c'est un projet qui a du sens. Et la troisième chose, c'est évidemment les prolongements pédagogiques que l'on peut faire en classe. Quand on va acheter les ingrédients pour préparer le petit déjeuner, on manipule la monnaie, on fait des mathématiques, on dose, on fait des mesures, encore une fois des mathématiques, on parle, on fait du français, voilà, on fait des sciences pour savoir ce qu'on mange. Voilà, donc c'est un projet qui est très très complet, avec 3 objectifs qui sont vraiment très intéressants, et la transférabilité est évidente. Je rappelle un chiffre que j'ai lu dans le projet, plus de 300 000 enfants en France sont concernés par ce projet petit déjeuner. C'est réjouissant de voir qu'on s'en occupe. C'est un petit peu triste de voir qu'il y en a autant. Voilà. Donc, ce projet avait besoin d'être valorisé et c'est fait. Regarde, on a préparé le panier. Par contre, il manque les pommes. Il faut que tu rajoutes des pommes. On fait 2 fois par semaine le petit déjeuner, le mardi et le vendredi. On vient à l'école à la première sonnerie et on prépare les paniers, on distribue à toutes les classes. C'est combien le double de 10 Double de 10, c'est 20. Ouais, ici on est en REP+, dans une zone prioritaire. Ce projet, il est né il y a 9 ans dans ma classe. Au cours d'une leçon de sciences, on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants n'avaient pas pris de petit déjeuner. Et c'est pourquoi, au départ, ce projet avait un côté social pour aider les enfants qui ne pouvaient pas prendre le petit déjeuner à manger le matin. Est-ce que tu te souviens la première fois qu'on a mangé du fromage en classe? Ce que Yacine, il a fait. Ah oui. Tu t'en rappelles? Avant, quand j'étais chez moi, je prenais jamais petit déj. Et quand on a commencé à faire ce projet en classe, je prenais des petits déj tout le temps chez moi. Parce qu'avant, je bâillais quand j'en prenais jamais. Et ça me donne plus de force et je dors pas en classe. Chez moi, j'avais pas l'habitude de prendre un petit déjeuner.
Mais maintenant, grâce à ce petit déjeuner en classe, ça m'apporte beaucoup d'énergie et je me concentre plus. On apprend grâce au petit déjeuner à découvrir ce qu'il y a autour de nous, à manger plus équilibré et à prendre soin de sa santé. Dans ma classe de CM1, CM2, ce sont les enfants qui prennent en charge l'organisation de ce petit déjeuner. Depuis 2019, le plan du gouvernement finance ce projet. Et on a 1,30 € par repas et par enfant, donc les enfants savent quel budget ils ont. Et au moment où ils passent la commande, ils vont vérifier qu'ils sont bien dans le budget. On fait des courses sur un supermarché en ligne. On achète des produits bio qui sont bons et qui viennent pas de très loin. Ce que j'aime bien dans le petit déjeuner, c'est découvrir des aliments, aussi apprendre des choses, genre faire des maths. Aujourd'hui, après 9 ans d'expérience, c'est vraiment devenu un projet pédagogique à part entière. Ça a changé complètement ma façon d'enseigner. C'est devenu un prétexte pour aborder tous les domaines d'apprentissage et c'est devenu vraiment un projet transversal qui permet de travailler autant les mathématiques, la géographie, les sciences. Ça en fait des citoyens et des consommateurs qui sont très réfléchis et très avertis. Et puis au-delà de ça, ça a créé dans la classe une vraie ambiance de classe, une vraie cohésion entre les enfants. Depuis que Mélissa prend le petit déjeuner avec maîtresse Céline, elle a beaucoup changé. C'est-à-dire elle mangeait carrément pas le matin, du tout. Et dans son comportement, avant, elle n'était même pas contente de partir à l'école. Et maintenant, elle aime partir à l'école. Elle me dit, maman, il faut qu'à 8h20, je sois à l'école pour préparer le panier. Ce projet il participe également à l'axe parentalité, puisque de nombreux parents nous font régulièrement des retours sur cette expérience et voient leurs enfants changer, que ce soit au niveau des habitudes alimentaires ou de leurs habitudes à la maison, puisqu'ils participent à faire les courses, ils conseillent quels aliments acheter, ils parlent de développement durable, du tri des emballages, etc. Et puis on invite aussi les parents à prendre le petit déjeuner avec nous pour créer un moment de partage en classe et les parents viennent avec confiance et bienveillance à l'école. Très beau projet, même s'il n'est pas... il a déjà 9 années de pratique, mais 9 années qui durent, qui montrent que le modèle fonctionne. Pas de photo? Alors, Céline, elle n'est pas présente. Oui. Elle a laissé un petit message de remerciement. Est-ce qu'on l'écoute maintenant? Allez. Bonjour à tous. Oh, on n'entend pas du tout. Un très grand merci pour m'avoir choisi et pour avoir choisi le projet que je défends depuis maintenant 13 ans dans mon école de Strasbourg, en REP+. C'est un projet qui au départ consistait à prendre des petits déjeuners en classe, mesures sociales et pédagogiques pour étudier les sciences. 13 ans plus tard, c'est devenu un véritable vecteur pédagogique qui a transformé complètement ma façon d'enseigner, qui me permet de former des citoyens avertis, responsables, des élèves engagés, d'aborder le développement durable, qui permet de faire face aux défis qui attendent les enfants demain, et puis surtout de réfléchir à un enseignement complètement différent qui tient compte de la santé mentale des enfants, aussi de l'enseignante. Et en ça, je vous remercie beaucoup parce que ce prix-là, il est important pour parler de ce qu'on fait dans les classes, pour mettre en lumière le travail qu'on fait. Et je suis d'autant plus touchée parce qu'il y a 5 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Diane pour un podcast avec Classroom. Et on avait déjà eu un très bon contact. Et 5 ans plus tard, Classroom a bien grandi. Mon projet aussi, et je trouve ça chouette en fait, c'est un beau clin d'œil d'avoir la chance de se retrouver là, et je suis vraiment très touchée. Et maintenant, le dernier des prix. La dernière catégorie. Alors la dernière catégorie, je suis un peu émue du message de Céline, je l'avais interviewée dans le podcast il y a 5 ans, c'est vrai, et j'avais trouvé le projet génial, donc je suis trop contente qu'elle l'ait remporté. La dernière catégorie, c'est la catégorie inclusion, donc qui met à l'honneur des projets qui rendent l'école plus accessible, plus humaine et plus juste. On a reçu des projets de classes inclusives fondées sur la bienveillance et l'estime de soi,
un dispositif autour de la musique, des échecs, de la fabrication numérique, de la nature, de la radio, parce que le projet de radio en numérique était aussi dans la catégorie inclusion. Voilà, donc ça a été des projets pensés pour tous les profils d'apprentissage et qui avaient comme objectif commun d'adapter l'école à la diversité des élèves et non l'inverse. Donc voilà les critères qui ont été pris en compte pour départager les projets: prise en compte de la diversité, implication des élèves et collaboration et ouverture de la forme scolaire, forme d'apprentissage. Donc on va inviter le jury à venir nous rejoindre, le jury inclusion. Il n'y a qu'une seule personne. Nous n'avons qu'une personne pour l'instant. Oui, il y en a d'autres qui devaient arriver après, mais il y a le micro. Et on va dévoiler les finalistes. Les deux finalistes. Donc en fait, il y a un collectif, le collectif Polyhandicapé 93 de l'Académie de l'Académie de Créteil avec le projet L'Art dans tous les sens, et Gwenaëlle Leclerc de l'Académie de Lille avec le projet Fab Lab à l'école, apprendre et enseigner autrement. Et le jury, il a décidé quoi? Alors, je passe le roulement de tambour, je passe les la dotation. Merci à nos partenaires. De nouveau. Et nous arrivons sur le collectif Polyhandicap 93. Et un des trois membres du jury va expliquer une des raisons pour lesquelles le choix a été fait de vous mettre à l'honneur en se présentant. Voilà, je me présente, bonjour, Samuel Cuneo de la Fondation Alpha Omega. C'est une fondation qui lutte contre le décrochage scolaire et on a été sensible particulièrement à votre projet. Alors déjà, il y a une très grande richesse. On a été assez bluffé par le nombre d'activités et l'intelligence des activités que vous proposez. L'innovation, c'est ça aussi, c'est de faire en fonction de ce que peuvent attendre les élèves. Et le polyhandicap, c'est compliqué parce que justement, parfois, on cumule les difficultés. Donc, sur certains aspects, on a été bluffé en fait en voyant la qualité des ateliers, les dispositifs que vous proposiez aux élèves et aussi le rapport à l'art, parce qu'il y a évidemment le côté visuel, mais vous avez réussi à établir une passerelle entre ce que les élèves voient et ce qu'ils peuvent faire. Et très souvent, c'est ça qui peut arrêter les élèves, c'est qu'est-ce que j'en fais moi de ça? Est-ce qu'on en parle simplement ou est-ce que j'ai une expérience presque sensorielle autour de ça? Donc avoir remis du sensoriel, c'est une idée absolument géniale. Et en plus, c'est quelque chose qui relie tous les élèves parce que votre projet, si je ne m'abuse, relie des élèves polyhandicapés avec des élèves qui ne sont pas handicapés. Et il faut avoir des choses à faire ensemble, d'une certaine manière, pour pouvoir être mis tous sur un pied d'égalité. Donc bravo pour ça. L'autre point qui nous a paru important, c'est que vous avez, à travers ce projet, recréé une possibilité d'être ensemble, recréer une possibilité justement d'enlever ce qui fait la différence pour remettre tout le monde à égalité devant l'apprentissage. Donc voilà, soyez félicités pour ça. Bravo. Merci beaucoup. Vous allez nous présenter ce projet ? Alors bonjour, nous sommes un collectif d'enseignants de Seine-Saint-Denis et en fait on exerce tous dans des établissements spécialisés différents et on est auprès d'élèves polyhandicapés. Donc je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est le polyhandicap, mais ça résulte d'un dysfonctionnement cérébral entraînant des déficiences intellectuelles sévères, des troubles moteurs et parfois des troubles sensoriels, que ce soit auditifs ou visuels. Donc dans nos pratiques, on est souvent isolés. Alors on a eu envie de se rassembler et de partager nos idées, nos outils et nos réussites. Donc c'est comme ça qu'est né le collectif Polyhandicap 93, qui est un espace de travail et de réflexion où on peut partager nos pratiques et discuter de nos vécus en établissement aussi. Ça va. Donc du coup, de ce groupe de travail est née une idée, comment valoriser notre travail, comment le rendre visible.
Et on s'est dit que ça serait bien de créer un événement accessible qui réponde aux besoins de nos élèves tout en les ouvrant aux autres. Donc il y a 4 ans, on a eu l'envie de créer... Attendez 2 petites secondes. On a eu l'envie de créer une exposition annuelle autour d'un thème commun qu'on travaillerait tous dans nos classes et après on ferait des ateliers autour des ateliers sensoriels, ateliers moteurs et ateliers cognitifs conçus pour nos élèves mais aussi ouverts à tous. Donc les thèmes qu'on a travaillés jusqu'ici, il y a eu l'exposition Vol au vent, l'exposition Jeux de balles et de ballons et l'année dernière les Jeux olympiques. Et là, cette année, le thème, c'est l'art dans tous les sens. Donc, il y a une petite vidéo pour vous présenter un petit peu l'exposition. Donc là, on voit Céline qui était avec un conte sensoriel. Là, c'était des tableaux. Là, il y avait les nymphéas. Là, c'était la danseuse de Degas. Là, il y avait l'atelier des coquelicots. Là, c'était sur les émotions et sur un tableau. Et là, c'était des empreintes. Là, il y avait comment ça s'appelle déjà là, du light painting. Voilà. Bon, ça allait assez vite parce qu'il fallait faire 30 secondes. Donc, ce projet, c'est un projet inclusif, artistique et sensoriel qui est pensé pour permettre à tous les élèves, qu'ils soient polyhandicapés ou non, d'explorer l'art à leur manière, par le toucher, le son, la lumière et le mouvement. Donc, pendant 2 jours, on a eu plus de 300 élèves qui ont participé à cette exposition. Les élèves qui nous ont accueillis et nos élèves polyhandicapés venus de 8 établissements différents. Donc, ils ont partagé les mêmes ateliers côte à côte, des ateliers pensés pour éveiller les sens, favoriser les échanges, notamment autour de la communication améliorée alternative, la CAA, avec des pictogrammes, des gestes, le regard, le toucher, et aussi le numérique, parce qu'on utilise beaucoup en classe les tablettes et aussi les tablettes à commande oculaire. Cette exposition, c'est un moment fort en émotion et en échange, et on est toujours ravis de l'émulation que cette rencontre suscite. Pour aller plus loin, nous avons créé Polypop, qui est une association portée par un collectif de 8 enseignants, pour continuer à partager, former, et faire entendre ce que le polyhandicap nous apprend au quotidien. Voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous, parce que cette exposition, c'est aussi une manière pour nous de montrer que l'art peut rassembler, toucher et révéler. Merci et bravo. Vous avez aussi ce document. Je t'en prie, Yannick. Hop, voici. Plus et tous les autres prix qui vous sont remis. Hein. Et merci. Et nous allons laisser Diane conclure. Ah bon, c'est moi qui conclue toute seule? Oh, non, allez, je t'aide. Bon, moi, je voulais juste remercier les enseignantes et les enseignants qui ont participé, qui nous ont envoyé leurs projets, parce que c'était, comme l'a dit Yannick, une première. On ne savait pas du tout si ça allait prendre ou pas, si les gens allaient participer. Je pense qu'il faut aussi vraiment grandement remercier encore une fois pour de vrai les partenaires, parce qu'ils ont été hyper généreux dans les dotations et ça a beaucoup joué aussi. Ils ont vraiment été extrêmement généreux. Des Jocatop qui offrent 200 € de bons d'achat. Nathan pareil. Enfin, on a eu vraiment des très belles dotations pour ces projets, donc c'est vraiment génial. Moi, personnellement, ils ne sont pas là, je ne crois pas qu'ils m'entendent, mais je voudrais remercier mon équipe, Alexis, Chloé, Swand et Maëlys en particulier, parce que sans eux, le KED tout entier n'existerait pas, et ce prix encore moins. Et remercier Yannick qui m'a appelé un jour et qui m'a dit bah, « Tiens, il y a le KED, bientôt, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et est né ce prix qui est une première, et je trouve que pour une première, c'est très réussi. Ça en appelle d'autres. Exactement.